tu vois, je reçois plein de messages en permanence en me disant mais comment t'as fait, pourquoi, etc. etc. Et c'est là où j'ai trouvé ça assez intéressant de t'emmener passer 24 ou 48 heures avec moi pour que tu puisses réaliser en fait que toutes les vidéos de motivation que tu peux voir sur Instagram, tous les mèmes que on pique en fait à des personnalités connues, tu vois, qu'elles soient du monde sportif, du showbiz ou des affaires, franchement, il faut pas y croire en fait. Il n'y a qu'un seul truc qui fonctionne, les gars, c'est le travail. Parce que quand je reprends mes centres commerciaux, pardon, mais ils pissent le sang. Quand je rachète mes magasins Galeries Lafayette, ils sont déficitaires. Et quand je reprends le BHV, il y a 1 an et demi, il fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et il perd 15 millions d'euros par an. Et ça de façon assez structurelle. Et nous, le défi, en fait, la première année, donc en 2024, ça a été juste de le remettre à l'équilibre. C'est ça l'engagement qu'on a pris. Pendant 1 an, on n'a pas fait de commerce, ou très peu, mais on a travaillé en fait comme jamais à remettre le bateau à l'équilibre. Souvent, tu sais, je prends l'image d'une barque qui prend l'eau. On a écopé, on a trouvé le trou, on a mis la rustine, et maintenant on va diriger le navire justement vers le projet commercial qu'on imagine pour le BHV. Objectivement, tu vois, ce matin, j'ai déposé mon fils à l'école, et c'était tout aussi agréable que de racheter un centre commercial. Enfin, c'était même beaucoup plus agréable, tu vois ce que je veux dire. Et je vais même te dire autre chose, c'est sa première année d'école, on est fin mars, et c'est la première fois où j'ai réussi à le déposer à l'école. Donc tu vois, finalement, si l'enjeu c'est de dire ok, il faut être à la tête d'1 milliard d'actifs en fait pour être heureux, bah écoute, moi j'ai vu que des papas et des mamans qui étaient trop contents de déposer leur petit et moi en fait je l'avais jamais fait avant. Bonjour à tous. Donc ça fait quelques semaines que je vous tease un peu le projet d'un podcast. Et l'occasion s'est présentée il y a quelques jours avec Frédéric Merlin. Bienvenue Frédéric. Salut Jafar. Je suis très honoré de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. On va parler business, on va parler développement personnel, on va parler de ta magnifique carrière. Donc en fait, comment est née l'idée du podcast ? J'avais un peu envie de changer de direction un peu artistique pour le compte Cool Kid. Et Frédéric m'a invité en fait à passer 24 heures avec lui. Ah non, tu m'as demandé à venir passer 24 heures avec moi. Je t'ai demandé à passer 24 heures avec toi. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'en remettre. Donc, pourquoi ? Des très très longues journées. Genre, ça m'était pas arrivé depuis la primaire. Ouais, alors que moi, j'avais pas le sentiment d'avoir fait une journée exceptionnelle. Objectivement, on a enchaîné quelques rendez-vous, mais on n'a pas non plus... 6h minuit quand même, donc c'est quand même des horaires assez costauds quand même. C'est des horaires costauds si tu as le sentiment d'aller bosser, mais objectivement, c'est ce que je te disais, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en fait ? Frédéric Merlin, aujourd'hui le nom suscite beaucoup d'intérêt. Et donc je suis là un peu pour que tu nous racontes un peu qui tu es, comment tu as fait et que tu comment nous donnes j'ai fait un peu... pour faire quoi ? Parce que c'est ça qui m'amuse à chaque fois, tu me dis mais tu te rends compte, tu réalises, etc. Moi je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et je te sers pas un discours tarte à la crème quand je te dis ça, je le pense sincèrement. Objectivement, on fera les comptes à la fin, c'est ce que je dis toujours. Pour le moment, je vis une aventure entrepreneuriale juste extraordinaire, dans les meilleures conditions. Je travaille avec ma grande sœur, j'ai la chance d'avoir mes meilleurs potes qui sont directement mes bras droits. Et donc, c'est vrai que je me suis constitué un cadre et un contexte de travail qui est hyper agréable. Pour ça, oui, je suis très reconnaissant et j'ai le sentiment d'être privilégié. Maintenant, pour la suite, et en passant un peu de temps avec moi, tu te rends compte aussi que tout n'est pas tout beau et tout n'est pas tout rose, que le quotidien et que c'est un parcours qui est semé d'embûches. Et donc, je trouve ça assez... j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait, justement, de casser les préjugés et puis de pouvoir partager ça avec toi. Et je suis très honoré. Je suis très honoré en fait que tu partages un peu tout ça avec moi, car tu l'as jamais fait avant. Et j'aimerais te poser la question, quand étais-tu enfant ? Alors, moi, je suis né à Vénissieux. Okay. Je pense que tu as beaucoup de tes followers qui sont lyonnais, donc forcément, ils connaissent Vénissieux. Vénissieux, c'est pas la banlieue la plus chic de Lyon. On connaît. Je suis né à Vénissieux et j'ai eu la chance de grandir dans une famille très aimante, à Saint-Symphorien-d'Ozon et puis à Corba, toujours au sud de Lyon. Une famille très aimante. Ma maman ne travaillait pas, mère au foyer, et mon papa, lui, était dans la tuyauterie industrielle, ce qui est un métier très dur. C'est un métier dans lequel il faut, je le dis souvent, compter les boulons à la fin de l'année pour espérer gagner un peu d'argent, faire beaucoup de volume, savoir mettre en place des process de gestion très rigoureux pour espérer gagner un peu d'argent. Mais j'avais un papa entrepreneur qui m'a donné, à mon sens, la fibre de l'entrepreneuriat. Et grâce à lui, j'ai toujours eu, en fait, j'ai toujours eu le sentiment de monter mon entreprise et j'ai jamais imaginé, en fait, c'était même pas une possibilité, un jour travailler pour un patron.
Ok, intéressant. Et à partir de quand tu as commencé en fait à te sentir différent par rapport à ton environnement, par rapport à tes camarades de classe, par rapport à partir de quand tu as su que tu allais être entrepreneur et que tu allais être ton propre patron? Alors, je sais pas si vouloir devenir entrepreneur, c'est se sentir différent. Je sais pas si c'est lié. En tout cas, j'ai toujours eu le sentiment d'être particulièrement différent. À l'école, tu vois, j'avais pas les mêmes potes que les autres. D'abord, parce qu'on parle de soi, moi j'ai été très gros quand j'étais gamin, Ok. hein, ça je te l'ai dit. Mhm. Donc je t'ai même montré quelques photos, je crois. Mhm. Hein, tu les publieras pas, celles-ci, on va les garder pour nous. Mais tous mes potes qui m'ont connu à l'adolescence m'ont connu très gros. Et donc j'ai fait un régime draconien, j'ai perdu beaucoup de poids l'année de mes 17-18 ans. Je prétends pas être aujourd'hui un mannequin avec des tablettes de chocolat, mais je reviens de très très loin. Je reviens de très loin. Et ça, je suis certain que ça m'a donné une espèce de force en plus, tu vois, une capacité de dépassement de soi. Et objectivement, même si il vaut mieux ne jamais l'être, tu vois, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans et demi et je surveille de près son alimentation parce que j'ai pas envie qu'il puisse revivre ce que j'ai pu vivre. Moi, j'ai le sentiment d'avoir eu un truc en plus grâce à ça. Et du coup, tu expliques ton parcours fulgurant par en fait cette rage de vaincre, cette chose Non, qui je sais t'a pas. animé. Je pense qu'il faut mettre tout le monde à l'aise. Aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as le sentiment que tout le monde peut devenir milliardaire du jour au lendemain, qu'il suffit de regarder des vidéos de motivation en fait et pour changer son quotidien. Moi, je crois qu'il faut beaucoup travailler. Alors oui, peut-être que justement cette épreuve de la vie m'a donné une capacité de travail un peu hors norme. C'est ce que tu disais. J'ai une chance inouïe, c'est que je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Comme tu as pu le constater, je dors 4 ou 5 heures par nuit et j'ai déjà l'impression d'avoir fait une grasse mat le week-end aussi, ce qui peut être très fatigant pour les gens qui partagent mon quotidien. Mais je pense qu'il faut beaucoup travailler. Je pense qu'il faut aussi avoir un peu de chance. Et puis, je considère, et ça peut paraître assez banal, mais quand tu fais les choses bien, avec de la bienveillance, avec éthique, avec courage, généralement, la vie te le rend, tes interlocuteurs te le rendent. Voilà. Donc, j'ai toujours essayé d'être plutôt honnête. Attention, hein, quand on est dans les affaires, ça ne veut pas dire être béni oui-oui et puis, tu vois, dire oui à tout. Il faut savoir dire non, et ça, c'est très dur aussi. Hein. Mais j'ai toujours été plutôt honnête et plutôt bienveillant, je le pense. En tout cas, les gens avec qui je travaille me le disent souvent. Et donc aujourd'hui, pour parler concrètement, comment un gamin de Vénissieux se retrouve à être parmi les 200 fortunes de France? Alors ça, c'est ce que disent les journalistes. Hein. Ouais. Tu apprendras, si tu fais plusieurs podcasts, à des dépens que les journalistes ne disent pas toujours la vérité. Ok. Et donc, c'est une interprétation que peuvent faire les journalistes de ce qu'est la valorisation de mon groupe. Hein. Non, mais je le précise parce que c'est un truc qui est hyper, notamment avec mes potes d'enfance, etc. C'est quelque chose qui peut être très clivant. Ce qu'écrivent les journalistes sur ma prétendue fortune, ce n'est pas ce qui est crédité sur mon compte en banque. C'est bien dommage, mais c'est la valorisation d'un groupe. Est-ce que tu as senti justement, à partir du moment où les médias ont commencé à s'intéresser à toi, est-ce que tu as senti un changement dans tes interactions sociales, dans ton groupe d'amis, dans ton environnement? Bah oui, forcément. D'abord parce que le projet entrepreneurial que je porte est forcément différent d'une vie de travail beaucoup plus classique. Et donc, comme tu l'as vu, une journée type chez moi, c'est pas une journée type chez quelqu'un qui a un travail un peu plus, on va dire, banal, ce que je respecte aussi. Hein. Attention, hein, quand tu mènes le projet entrepreneurial que je mène, forcément, ta vie ne ressemble pas à celle de la plupart de tes potes. Tu l'as vu, tu as passé 24 heures avec moi, je me déplace beaucoup, je fais des rencontres différentes. Et donc, il n'y a pas beaucoup de routine dans mon quotidien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aime pas le terme réussir, mais en étant le patron d'une boîte plutôt importante, tu as l'opportunité de faire des rencontres et de rencontrer des gens tout aussi atypiques, etc. Et donc, tu crées de nouvelles connaissances. Par contre, ce à quoi je fais très attention, c'est surtout de garder tous mes amis d'enfance. Ça, c'est hyper important. Et les amis d'enfance, enfin, je sais pas toi, mais moi, je les compte sur les doigts d'une main, tu vois. Et donc, ces potes-là, peu importe ce qu'ils font, peu importe où ils sont aujourd'hui, ils resteront mes frères pour la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis après, tu rencontres des gens passionnants qui deviennent eux aussi tes amis. Et donc, c'est ça la richesse de la vie, en fait. C'est toute cette mixité que tu peux créer autour de toi. Et ça, c'est assez formidable. Donc aujourd'hui, SGM,
concrètement, c'est quoi? On a démarré, ma sœur et moi, broker. Broker, tu sais ce que ça veut dire? Rappelle-nous Ok. le métier de broker. Donc nous, on était broker, on était spécialisé en immobilier d'entreprise. Ça veut dire qu'on conseillait les entreprises qui voulaient implanter leur nouveau bureau. C'était notre spécialité, tu as plusieurs classes d'actifs, nous c'était le bureau. Grosso modo, il faut pas beaucoup d'argent pour être broker. Tu démarres broker avec un téléphone portable, il faut un peu de réseau et puis un peu de jugeote. On a fait très vite de très belles opérations, on a implanté des entreprises de plus en plus importantes. Et puis un jour, on s'est rendu compte en fait que c'était beaucoup plus rémunérateur de vendre l'immeuble de bureau loué à un investisseur que de conseiller l'utilisateur pour lui louer 300, 500 ou 1000 mètres carrés de bureau. Et donc, on en a fait une spécialité, c'est-à-dire qu'on conseillait à un grand nombre d'investisseurs et on leur vendait des immeubles de bureaux loués. Ça a très vite bien marché. On est allé à Paris assez rapidement, ma sœur et moi. Et puis, un jour, il y a une opportunité qui se présente. Il y a un immeuble de bureau qui est à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, le risque est trop important pour l'investisseur. Mais par contre, il intéresse d'autres acteurs de l'immobilier. Il intéresse les promoteurs et les marchands de biens. Et la nouvelle passion, en fait, pour ce nouveau métier, entre guillemets, on a fait, ma sœur et moi, la rencontre de promoteurs qui nous ont tout simplement aidés parce que plutôt que de nous payer des honoraires, on avait notre activité qui fonctionnait bien. Ils nous ont laissé, en fait, une partie du tour de table de l'opération, une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'en 2015, on décide de monter notre groupe de tête qui s'appelait l'Avenue Développement Immobilier et qui est devenu aujourd'hui Groupe SGM. Et à ce moment-là, on décide d'embaucher notre papa. Donc tu vois, c'est un peu l'histoire à l'envers. On a proposé à notre papa de venir travailler avec nous. Il n'a pas apporté beaucoup de capitaux dans l'entreprise, mais mon père a apporté tout son savoir-faire de gestionnaire et ça nous a beaucoup aidé en fait à grandir plus vite que les autres. L'immobilier, c'est un métier dans lequel les marges sont assez grasses. Lui, il venait d'un métier où les marges étaient très faibles et donc il a mis en place tous ces process, tu vois, dans ce métier où les marges sont très grasses. Je comprends. Mais aujourd'hui, comment tu m'expliques que 2 brokers finissent par racheter le BHV Marais? C'est une histoire rigolote. D'abord, il y a 10 ans qui sont passés entre cette carrière de broker et puis la vision que tu peux avoir du groupe aujourd'hui. Ensuite, je pense que ce ne sont que des opportunités et des rencontres. Comme je te le disais, au départ, on conseillait des utilisateurs. Ensuite, on a conseillé des investisseurs. Ensuite, on est rentré au tour de table d'opérations de promotion ou de marchands de biens. Et comment tu passes ce stade en fait de rentrer en tour de table de... Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de la confiance, je te parlais de l'importance du réseau. Et je pense qu'en fait, ma sœur et moi, on s'est très vite fait un nom. Lyon, pour le coup, c'est une petite ville, et où finalement, il n'y a pas tant d'acteurs qui font le métier de l'immobilier à Lyon. Et on a fait des rencontres déterminantes qui nous ont aidés et qui nous ont associés dès le départ. Pourquoi ? Parce que le promoteur, il a un seul enjeu, c'est que le broker lui emmène un maximum de dossiers sur lesquels il va pouvoir gagner de l'argent. Et puis, certains d'entre eux avaient décelé en nous, en fait, un peu plus de talent que les autres, hein, il faut le reconnaître, et une capacité, en fait, à dénicher des affaires un peu meilleures ou plus régulièrement. Et donc, c'est comme ça que pour nous fidéliser, et pour qu'on apporte toujours les dossiers aux mêmes promoteurs, ces mêmes promoteurs nous ont proposé de nous associer. On a, pendant 3 ans, fait tout le prisme de ce qu'un opérateur immobilier pouvait faire pour gagner de l'argent. On a fait du déficit foncier, du démembrement, on a fait des logements sociaux, on a fait des sièges sociaux d'entreprise, etc. Toujours avec cette culture familiale qui est de dire on vit très bien, mais on réinvestit tout ce qu'on gagne, etc., etc. Et puis malheureusement, en 2018, mon papa est décédé. Très jeune, il y a une maladie qui l'a emporté assez vite. Et on s'est retrouvés, ma sœur et moi, un peu tout seuls aux manettes. Et on avait envie de donner de la récurrence en fait à cette activité. Parce que être broker ou être promoteur, c'est formidable, mais tu gagnes. Tu peux gagner très bien ta vie, mais tu remets à zéro les compteurs tous les ans. Et nous, ce qu'on voulait, c'était donner de la récurrence à notre activité. Et donc, on a voulu monter une foncière, c'est-à-dire acheter des actifs immobiliers dont on allait toucher les loyers dans le temps. Et quand tu veux, en fait, prendre une place de marché importante, on a toujours eu beaucoup d'ambition, nationalement, forcément, tu vas aller là où tes concurrents sont moins présents, surtout quand tu démarres pas avec autant d'argent qu'eux. Comme je te le disais, nos concurrents, en fait, quand on vendait des immeubles de bureaux, c'était des grands investisseurs, des banquiers, des assureurs. Nous, on avait beau être plutôt malin et avoir eu et connu plusieurs années plutôt bonnes, pour autant, on ne pouvait absolument pas être leurs concurrents. Tu vois, ça paraissait absolument impossible. Et donc, tu as quel âge au moment où tu décides de créer ta foncière? Écoute, ça devait être en 2017, donc je devais avoir 27 ans. Et comment, à 27 ans, tu fais ta première opération? En fait, d'abord, nous, on a fait un choix qui est hyper contre-cyclique. À l'époque, quand on expliquait qu'on voulait acheter du commerce, personne n'y croyait. Par contre, la contrepartie, c'est aussi qu'on n'avait pas beaucoup de concurrents et donc que les actifs qu'on a achetés ne valaient pas beaucoup d'argent.
En plus de quoi, on a été très courageux parce qu'on est allé acheter des actifs des centres commerciaux, de centre-ville, dans des villes moyennes. C'était vraiment pas à la mode. À l'époque, on t'expliquait que Internet allait foutre en l'air le commerce physique et que le commerce physique, qui plus est en centre-ville, n'avait absolument plus d'avenir. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles un peu à tout le monde, quand tu regardes YouTube, quand tu allumes Instagram, TikTok, etc. et tout le monde te parle de e-commerce et vous avez pris tout le monde à contre-pied. Et... c'est un sacré challenge. Hein. Enfin, je sais pas où tu as acheté tes fringues aujourd'hui, mais objectivement, tu vois, tu as des vrais concurrents sur Internet et c'est pas évident. Pour autant, même si tu vois, la période du Covid a été pour nous le crash test le plus grave que tu puisses imaginer, on se rend compte que la progression du e-commerce n'est pas forcément en corrélation avec ce qu'on aurait pu imaginer. D'abord parce que les gens adorent aller faire du shopping, adorent sortir de chez eux. Ensuite parce que tous nos lieux de commerce, on les a complètement transformés. Et donc, on en a fait davantage des lieux de vie. Tu vois, dans tous nos centres commerciaux ou nos grands magasins, tu vas retrouver des cafés, des restaurants. On a investi beaucoup sur le loisir, l'expérientiel. L'enjeu, en fait, c'est de faire sortir les gens le samedi après-midi et de Netflix et de leur tablette avec Amazon, avec l'objectif, en fait, d'aller vivre une expérience en famille, faire un bowling. Et puis, si par hasard, ils passent devant une de mes boutiques et en plus de ça, ils décident de s'y arrêter pour acheter quelque chose, on aura réussi le pari, tu comprends ? Donc, en fait, je pense que le commerce physique, il y a eu beaucoup de marques qui sont des marques du textile qui étaient souvent positionnées assez bas de gamme et qui ont vu arriver en fait de nouveaux concurrents type Primark, etc. Celle-ci, il y a eu une vague de déclin de ces enseignes-là post-Covid. Par contre, je pense que le commerce physique s'est montré particulièrement résilient. Enfin, si tu prends un peu de distance, il a vécu le Covid, il a vécu avant la réforme des retraites, il a vécu les Jeux Olympiques dans Paris, etc. Et il est toujours là. Et pour autant, les gens prennent toujours autant de plaisir en fait à aller faire du shopping. Donc, c'est pas un pari qui est gagné. Mais nous, on a vécu des années entières, ce qui était très dur d'ailleurs pour nos financements, des années entières de ce qu'on appelait le retail bashing. Aujourd'hui, tout le monde est un peu revenu. Et donc toi, quelle est ta plus-value aujourd'hui en tant que nouveau venu dans ce marché qui est vieux comme le monde ? Bon alors, d'abord, il ne t'aura pas échappé que j'ai 33 ans. Donc, normalement, tu vois, j'ai quand même, même si, comme je te l'ai dit, je suis un dinosaure des réseaux sociaux, j'ai quand même normalement une vision sur ce qui se passe, quelles sont les nouvelles habitudes de consommation, les marques à la mode. Ensuite de quoi, j'ai une équipe extraordinaire de dénicheurs qui, en permanence, vont chercher des concepts hyper intéressants. Je voyage beaucoup, j'ai cette chance-là, et j'emmène les principaux cadres avec moi. Tu vois, on fait plusieurs retail tours, on appelle ça, nous, avec des spécialistes du commerce qui nous emmènent aux États-Unis, en Asie, etc., et qui nous montrent en fait des nouvelles habitudes de consommation. Et c'est tout ça qui nous inspire en fait pour transformer nos lieux de commerce. Après, souvent, tu sais, la bonne vieille recette, elle fonctionne aussi, hein, et elle fonctionne encore. Hein. Je ne sais pas si tu fais tes courses en grande surface, mais une bonne surface alimentaire, si elle est bien tenue, elle va te ramener dans ton centre commercial 3-4 000 clients tous les jours. Donc, ta galerie marchande autour, normalement, elle doit pouvoir transformer ce flux-là. On a fait venir toutes les enseignes du moment. Tu vois, Action, qui est quand même l'enseigne préférée des Français, on l'a mise au sous-sol de nos centres commerciaux, aux derniers étages, et on se rend compte que tu vois, ça fait venir du monde, les flux traversent, etc. On a monté des food courts, on exploite notre propre marque de food court dans nos centres commerciaux. À Lille, par exemple, on a un food court qui s'appelle Kitchen Market, qui sert à peu près 1000 couverts tous les jours. C'est autant de raisons en fait de venir fréquenter nos lieux de commerce tous les jours. Donc en fait, aujourd'hui, tu as une panoplie de métiers. Donc tu es restaurateur, tu es... Ici, tu es au passage. Hein, on est curieux. Enfin, je suis curieux de savoir comment tu finances un centre commercial. En fait, quand tu es promoteur, tu parles avec des banquiers en permanence. Tu as des banquiers qui te financent des opérations en permanence. Donc, j'avais déjà ce réseau bancaire. J'avais un petit peu d'argent puisque mes années de broker et puis mes années de promoteur m'avaient permis, en fait, si tu veux, d'économiser et de constituer un petit pactole. Et donc, je suis tout simplement allé voir les banquiers historiques. D'ailleurs, tu sais, quand je te parlais d'honnêteté et de transparence, moi maintenant qui évolue en fait dans le milieu de l'immobilier puis du commerce depuis au moins 12 ans, les banquiers qui étaient les miens à l'époque, parce que en fait j'étais une toute petite entreprise, ils ont évolué comme moi et aujourd'hui ils ont des postes de direction importantes, parfois dans les mêmes banques, parfois la concurrence, mais ils continuent d'être mes banquiers.
Donc tu vois, si tu te montres assez irréprochable, si tu essaies d'être plein de valeurs et si tu, en plus de ça, tu passes des déclarations aux preuves d'amour avec eux, généralement, ça fonctionne assez bien. Et donc, c'est ces mêmes banquiers qui m'accompagnaient en tant que promoteur, qui m'ont accompagné dans cette transition. Ça a été énormément de pédagogie parce qu'il fallait y croire, en fait. Il fallait y croire et il fallait que ces banquiers puissent se dire, OK, Fred, il va avoir la capacité à remplir ses sites. Nous, quand on a acheté nos premiers centres commerciaux, juste pour que tu puisses te faire une idée, ils étaient à moitié vides. À Lyon, tu peux pas imaginer ce qu'est un centre commercial à moitié vide parce que ça n'existe pas. Mais on a acheté des centres commerciaux, on en a acheté 4, un petit portefeuille, dans le nord et dans l'est de la France, qui étaient à moitié vides. Ça veut dire que c'était des allées entières qui étaient vides, éteintes. C'était devenu des lieux de deal. Il y avait de l'insécurité, il y avait une insécurité de dingue. Tu avais des commerces fermés. Et c'était devenu un enjeu stratégique, si tu veux, pour ces villes, de comment les remplir. Et c'est la 3e fois que je le dis, mais je le répète, je dois tout à mon équipe, parce qu'on a une super équipe hyper disruptive, avec des gens qui font du commerce depuis toujours, et puis des jeunes qui ont la tête bien faite, des concepts à ramener, des concepts innovants. On est allé convaincre des enseignes en leur disant, écoutez, venez chez nous, on ne va pas vous demander d'argent. Venez chez nous, on ne vous paierait pas de loyer. Par contre, si vous faites un certain chiffre d'affaires, vous donnerez X% de votre chiffre d'affaires. Et c'est un deal gagnant-gagnant. Et voilà comment est-ce qu'on a aussi bâti cette relation de confiance avec aujourd'hui, je pense, plus de 600 enseignes qui sont nos locataires. Et donc, tu commences avec 4, donc un petit portefeuille de 4 centres commerciaux. Et aujourd'hui, tu es propriétaire du BHV Marais. Ouais. Donc, j'aimerais comprendre, déjà, quels sont les enjeux de posséder aujourd'hui le BHV Marais et comment on en arrive aussi rapidement. En fait, si tu veux, avant d'acheter le BHV Marais, j'ai racheté des magasins Galeries Lafayette. Je t'explique, le Covid est arrivé. À l'époque, on devait avoir 8 ou 9 centres commerciaux. Ça commençait à très bien fonctionner. On a fait ce travail en fait d'investissement à la fois humain et financier. On les a rénovés et on les avait pratiquement remplis. Puis là, le Covid arrive et un jour, on te dit tu fermes. Et là, le modèle économique qui est le nôtre, qui était basé à l'époque sur encaisser des loyers de nos locataires, il s'arrête parce que toutes les enseignes te disent on arrête de payer, on fait plus de chiffre d'affaires. Donc là, c'est c'est un crash test juste dingue, tu vois. Et là, on a, ma sœur et moi, à nouveau un déclic. Et on se dit, si on veut en fait que notre groupe soit résilient, il faut qu'on soit au four et au moulin. Je m'explique, il faut qu'on exploite une partie des commerces dont on est propriétaire des murs. Et donc, si tu veux, la façon dont on gérait nos centres commerciaux, on les gérait déjà comme des grands magasins. On faisait en sorte d'avoir les meilleures enseignes au meilleur moment et au meilleur endroit. On les animait comme jamais. On avait une politique d'animation, notamment à destination des gamins, permanente. On les décorait pour Noël. On les entretenait, etc., etc. Et donc, passer en fait cette marche pour devenir commerçant, elle n'était pas si importante à gravir. Et là, on a fait une rencontre déterminante avec la famille Moulin-Houzé, qui est propriétaire depuis 3 générations du groupe Galeries Lafayette, qui a décelé en nous en fait l'âme de commerçant et avec lesquels on a identifié 7 grands magasins Galeries Lafayette qui perdaient de l'argent, mais dont l'actif immobilier était très important et qui était situé en hyper centre-ville en fait, de villes qui ressemblaient exactement à celles dans lesquelles on aime investir, c'est-à-dire des villes d'au moins 100 000 habitants avec une gare TGV pour Paris. Donc on a racheté ces 7 grands magasins il y a 3 ans. On a repris 600 collaborateurs à l'époque. Ces 7 grands magasins, ils perdaient 7 millions et aujourd'hui, ils font 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et ils ont rapporté 15 millions d'euros au groupe cette année. Donc c'est un sacré défi, tu vois, mais il n'y a pas de fatalité au déclin du commerce en centre-ville, bien au contraire. Et parce qu'en fait, on a réussi cette transformation, parce qu'on a réussi tous ces défis sociaux, parce qu'on a su avec nous, en fait, engager ces 600 collaborateurs dans ces projets de transformation, eh bien, on a réussi à faire l'opération BHV et on a racheté en novembre dernier le BHV Marais, toujours à la famille qui est propriétaire des Galeries Lafayette, avec laquelle on entretient d'excellentes relations. On a racheté le BHV Marais à cette famille-là en novembre dernier. Comment tu comptes apporter ta touche au BHV Marais, qui est une ancienne hyper importante pour le microcosme parisien? Alors, quels sont les enjeux et comment je compte apporter ma touche? D'abord, les enjeux, ils sont exactement les mêmes que quand j'ai repris mes centres commerciaux ou mes magasins Galeries Lafayette. Parce que quand je reprends mes centres commerciaux, mais ils pissent le sang. Quand je rachète mes magasins Galeries Lafayette, ils sont déficitaires. Et quand je reprends le BHV, il y a 1 an et demi, il fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et il perd 15 millions d'euros par an. Et ça de façon assez structurelle. Et nous, le défi, en fait, la première année, donc en 2024, ça a été juste de le remettre à l'équilibre. C'est ça l'engagement qu'on a pris. Pendant 1 an, on n'a pas fait de commerce, ou très peu, mais on a travaillé en fait comme jamais à remettre le bateau à l'équilibre.
Souvent, tu sais, je prends l'image d'une barque qui prend l'eau. On a écopé, on a trouvé le trou, on y a mis la rustine, et maintenant on va diriger le navire justement vers le projet commercial qu'on imagine pour le BHV. Et si tu veux, aujourd'hui, 1 an et demi après, on peut dire qu'en 2024, le BHV qui perdait 15 millions d'euros a gagné 10 millions d'euros. Donc on a fait moins 15, plus 10, tu vois. Et donc en 2025, on va vraiment s'intéresser à écrire la nouvelle page commerciale, si tu veux, du BHV. Et on a des idées juste extraordinaires parce qu'on a un outil au centre de Paris qui génère un flux monstrueux. Enfin, il y a 10 millions de visiteurs qui viennent dans le BHV tous les ans. Et donc, on doit pouvoir écrire une histoire du grand magasin branché, dédié aux Parisiens. On a 85% de nos clients au BHV qui sont parisiens, tu vois, avec tous les marqueurs justement de la désirabilité et en affirmant aussi ce qui est l'ADN du BHV, et donc le bricolage, la décoration, la culture et le loisir, etc. etc. Donc moi qui ai passé 24 heures avec toi, c'est vrai qu'on est passé d'un rendez-vous avec des banquiers à des investisseurs italiens, puis on a bu un verre avec Tony Parker, puis dîner avec Lena Mafouf. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on t'a vu proche de Nicolas Sarkozy, de Anne Hidalgo et de beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Est-ce que tu as des ambitions politiques ? Surtout pas. Je pense que c'est absolument pas compatible, notamment, particulièrement en France, avec le rôle du chef d'entreprise. Par contre, c'est vrai que le chef d'entreprise, notamment à un certain niveau, a aussi une dimension politique. Parce que quand tu gères 2000 collaborateurs, tu fais de la politique en fait dans ton groupe. Et donc aujourd'hui, tu véhicules un certain nombre de valeurs, notamment la famille, le travail, la confiance. Quelle est ta vision, toi, aujourd'hui, sur la nouvelle génération qui arrive ? La nouvelle génération à laquelle j'appartiens, parce que franchement à 33 ans tu me vexes, ou la nouvelle qui arrive. La nouvelle. En fait, tu vois, je reçois plein de messages en permanence en me disant mais comment t'as fait, pourquoi, etc. etc. Et c'est là où j'ai trouvé ça assez intéressant de t'emmener passer 24 ou 48 heures avec moi pour que tu puisses réaliser en fait que toutes les vidéos de motivation que tu peux voir sur Instagram, tous les mèmes que on pique en fait à des personnalités connues, tu vois, qu'elles soient du monde sportif, du showbiz ou des affaires, franchement, il faut pas y croire en fait. Hein. Il y a qu'un seul truc qui fonctionne, les gars, c'est le travail. Hein. Moi, j'ai pris l'habitude en fait de me réveiller à 6h du matin tous les jours depuis que j'ai 15 ans. Et ça n'a jamais changé en fait. Et ça ne changera jamais. Et donc, avec la tête bien faite, beaucoup de travail et des bonnes valeurs, normalement, ça peut fonctionner. Premièrement. Et puis deuxièmement, je suis toujours un peu surpris en fait de cette ambition permanente de ces jeunes à vouloir juste devenir riches. Si tu veux devenir riche, ça veut rien dire. Je suis pas certain d'être riche, tu vois. Ce qui est absolument formidable dans ton quotidien, à partir du moment où tu arrives à manger 3 fois par jour, c'est de porter un projet d'entreprise, c'est de porter en fait, tu vois, des collaborateurs vers la réussite et un projet qui réussit. Et c'est d'autant plus vrai quand on te challenge, tu vois, et quand tu subis en fait des attaques, qu'elles soient médiatiques, de concurrents, etc., etc. Là, tu vois, quand tu es une équipe, une team, et que tu avances ensemble, ça n'a pas de prix en fait. Donc aujourd'hui, tu gères 1 milliard d'actifs. Un peu moins. À quel moment tu t'es dit, j'ai réussi ma vie ? Ah mais je ne me le suis jamais dit en fait. Je me le suis jamais dit parce que, pour prendre ton chiffre, si j'ai 1 milliard d'actifs, j'ai 1 milliard d'emmerdes en fait. Hein. Donc mon quotidien en fait n'est semé que de comment mettre en place les process, comment aller plus loin, comment aller plus vite, comment avoir les bonnes personnes au bon endroit. Et puis tu peux avoir 1 milliard d'actifs comme pas grand chose. Et attention, encore une fois, je tempère à partir du moment où tu as de quoi manger tous les jours et dormir au chaud. Objectivement, tu vois, ce matin, j'ai déposé mon fils à l'école et c'était tout aussi agréable que de racheter un centre commercial. Enfin, c'était même beaucoup plus agréable, tu vois ce que je veux dire. Et je vais même te dire autre chose. C'est sa première année d'école. On est fin mars et c'est la première fois où j'ai réussi à le déposer à l'école. Donc, tu vois, finalement, si l'enjeu, c'est de dire, OK, il faut être à la tête d'1 milliard d'actifs, en fait, pour être heureux, bah, écoute, moi, j'ai vu que des papas et des mamans qui étaient trop contents de déposer leur petit et moi, en fait, je l'avais jamais fait avant, tu vois. Et quel regard tu as sur l'étranger ? Est-ce que tu as des projets à l'étranger ? Est-ce que toi-même, tu te verrais partir à l'étranger ? On voit notamment beaucoup de personnalités ou d'entrepreneurs qui, dès qu'ils commencent à gagner leur vie, partent à l'étranger. Alors, tu as en face de toi le type le plus patriote qui soit. D'abord, mon business est en France.
il y a une citation qui dit « L'immobilier, c'est là où tu as l'habitude de promener ton chien », mais aussi et surtout, et je t'assure que je te sers pas un sujet tarte à la crème quand je te dis ça, moi j'ai réussi grâce à la France. Et je suis trop fier d'être un enfant de la République. Comme je te l'ai dit, je suis né à Vénissieux, j'ai grandi à Corba, j'ai réussi à monter le groupe que j'ai monté avec un prêt étudiant, j'ai bénéficié au départ de l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. La France m'a exonéré de charges sociales sur mes premiers collaborateurs. Et donc, je trouve que, tu vois, on est certes sujet à une pression fiscale importante, etc. Mais encore une fois, si t'es bosseur et si t'as la tête bien faite, tu peux réussir dans ce pays et ce pays t'aidera à réussir. Je veux dire, l'ascenseur social, ça fonctionne encore. Et ça, c'est hyper important de le dire. Et tu vois, souvent, je suis invité dans des écoles ou à parler parce que je suis bien conscient d'être jeune pour occuper le poste que j'occupe. Et c'est ce que je leur dis à tous. Bougez-vous et vous pourrez en fait faire, vous aussi, un parcours entrepreneurial hyper intéressant. Et donc aujourd'hui, à 33 ans, si tu devais refaire ta carrière, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ne referais pas surtout? Je pense que je ferais les choses vraiment différemment. Parce que tous les jours, en fait, j'apprends de mes erreurs. Par contre, j'essaierai de faire en sorte que c'est la même saveur. Tu vois, il n'y a rien de tel que se planter, il n'y a rien de tel que rebondir, il n'y a rien de tel que avoir des difficultés en équipe, etc., etc. Et en plus, quand je te dis ça, tu sais pas de quoi demain est fait, tu vois, il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut en permanence être dans l'innovation. Il faut en permanence se challenger sur est-ce que je suis au rendez-vous des attentes de mes clients? Est-ce que mes collaborateurs sont suffisamment capés? Est-ce que je suis entouré des bonnes personnes en fait pour aller plus loin? Et donc toi, l'innovation, comment tu la vois aujourd'hui? Techniquement, pour un BHV, comment tu verrais l'innovation Au BHV, on porte un projet qui est passionnant parce que, comme je te l'ai dit, on s'attaque à un monument du commerce français qui est vraiment très inscrit en fait dans le patrimoine des Parisiens. Et il faut absolument respecter ce qui fait l'ADN du BHV. Je te parlais de la maison, du bricolage, de la décoration. Mais par contre, il manque, à mon sens, au BHV, tous les marqueurs de la branchitude, si tu veux. Tu as peut-être connu Colette à l'époque à Paris. Moi, mon rêve au BHV, c'est d'en faire un immense concept store dans lequel j'affirme en fait ce qu'est l'histoire et le patrimoine du BHV, mais je vais chercher toutes les marques tendances qui manquent à chaque rayon. Et il n'y en a pas tant que ça en fait. Il n'y en a pas tant que ça parce que tu rajoutes une vingtaine de marques à chaque rayon, je t'assure que tu en fais le magasin le plus branché de Paris. Et après, on porte un projet qui est vraiment différenciant des autres grands magasins, parce qu'au BHV, on ne sera jamais le grand magasin du luxe. Notre force au BHV, c'est cette mixité sociale, cette mixité d'offres. On va du pas cher jusqu'au très cher, mais toujours avec de la qualité. Et donc, on a plein de projets qui arrivent, notamment avec notre savoir-faire sur le divertissement, la restauration, et puis cette capacité en fait à aller sourcer les nouvelles enseignes, celles du moment et celles qui créent de la désirabilité. Donc finalement, le BHV, c'est un projet qui te ressemble beaucoup. J'espère. Et puis j'espère que tout ce que je fais me ressemble, et puis ressemble à l'ADN du groupe, qui forcément est tamponné, estampillé Merlin. Ouais. On voit un peu les routines d'entrepreneurs. Il faut se lever à 5h du matin, prendre une douche froide, aller courir 20 km, faire 800 pompes. Mais là, t'es plus entrepreneur quand tu fais ça, en fait. Tu vas te coucher quand t'as fini, en fait. Non, alors en plus, je te dis ça, moi, j'adore courir. Donc, je cours pratiquement tous les jours. Tu vois, je dois courir 5 fois par semaine, ça me fait un bien fou. Je me le bloque dans l'agenda. Je pars parfois en milieu de journée, j'ai une douche au bureau, je rentre après. Comme je le dis souvent, je pars avec la tête pleine de problèmes. Je rentre pas avec les solutions à tous ces problèmes, mais j'y vois beaucoup plus clair. Et ça, c'est hyper important. Non, après, sur ma routine, je te l'ai dit, tu l'as vu, à tes dépens d'ailleurs. Je me lève tôt, je me couche assez tard. Ça, c'est une chance en fait de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Et après, le reste du temps, je fais en sorte d'optimiser mon temps justement pour ne faire plus que les rendez-vous, les réunions où ma présence est nécessaire. J'essaie de déléguer un maximum et de mettre mes équipes en responsabilité. Si tu veux, le rôle du chef d'entreprise, à mon sens, c'est de donner la vision, donner la stratégie. Et après, c'est de savoir avoir les bons pour dérouler. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire si tu es heureux dans ta carrière, dans ta famille, dans ta vie? Moi, je suis comblé. J'ai, comme je te le disais, un projet d'entreprise qui est juste extraordinaire. J'ai la chance de travailler avec des collaborateurs d'une qualité incroyable. J'ai beaucoup de défis, mais chaque jour, on s'affaire à les relever un peu plus et c'est ce qui est passionnant. J'ai une vie familiale très épanouie. J'ai rencontré ma femme, si tu veux, quand j'avais 18 ans.
T'imagines ? On a la chance d'avoir un petit garçon qui a 3 ans et demi. Et donc, oui, on est comblé. Je travaille avec ma famille. Non, j'ai vraiment beaucoup de chance et j'en suis conscient. Je suis en bonne santé. Je suis gâté par la vie. Et est-ce que l'argent a joué une part importante dans ce bonheur ? Alors, je peux pas te mentir, en fait, tu es plus heureux quand tu peux partir en vacances, voyager, quand tu t'inquiètes pas en fait pour manger à la fin du mois. Mais comme je te le disais et comme tu l'as remarqué en passant un peu de temps avec moi, la contrepartie, c'est aussi beaucoup d'emmerdes. Hein. C'est beaucoup d'emmerdes au quotidien que beaucoup de gens n'ont pas à gérer en fait quand ils peuvent rentrer plus tôt. Et l'exemple que je te donnais en déposant mon fils à l'école ce matin, ce que je n'ai pas pu faire en fait en presque 8 mois d'année scolaire, ça, c'est des petits bonheurs en fait du quotidien dont tu dois te priver. Donc, tu nous as parlé de tes voyages. Parle-nous de ton dernier voyage. Écoute, j'ai emmené mes principaux cadres à Miami. On a passé 4 jours en Floride où on s'est intéressé en fait à une trentaine d'enseignes. Donc là aussi, c'est assez intense parce que toute la journée, en fait, nous n'avons fait que voir des centres commerciaux et des department stores. Et on s'est intéressé en fait aux habitudes de consommation, à l'histoire de ces enseignes, à ce qui est facteur clé de succès ou pas. On s'est rendu compte, et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre en fait depuis notre retour, c'était un peu notre conviction, que l'humain, si tu veux, il est au cœur de toutes les préoccupations. On valorise l'expertise des équipes, on valorise la relation clientèle, la fidélité, et ça c'est juste primordial. Donc tu vois, si tu fais le parallèle avec le BHV, nous au sous-sol on a 4000 m² qui sont dédiés au bricolage, et là on a des collaborateurs qui ont un savoir-faire juste dingue, tu vois, une capacité à te conseiller inouïe. Et puis on a vu aussi tout l'essor du athleisure, c'est-à-dire toute la mode, mais la mode loisir, sportive, avec des marques type Lululemon, Halo Yoga, etc. Et ça, c'est des marques qu'il faut absolument faire venir en France. Mais quand on veut les faire venir en France, on veut les faire venir en France dans un écosystème qui leur convient. Et donc typiquement, tu vas proposer ces marques-là autour d'espaces de pilates, de yoga, ça fait sens. Et là, tu vends de l'expérience. Et là, en fait, je trouve ça plus sympa d'acheter ta tenue Halo alors même que tu t'apprêtes à faire ton cours de yoga plutôt que de la commander sur Amazon pour faire un truc devant ta télé, tu vois. Et c'est ça, à mon avis, l'avenir du commerce physique. Parle-moi d'un exemple concret de centre commercial que tu as su retourner. Un exemple de centre commercial que j'ai pu retourner. Écoute, on a acheté un actif à Mulhouse, le truc était vide, et on a fait des chèques aux locataires pour qu'ils partent. On a travaillé pendant 2 ans avec la mairie de Mulhouse. On a fait changer le sens de circulation dans des rues, c'est pas une blague, hein, pour faire venir Primark. Et le centre commercial faisait 20 000 entrées le 23 décembre et 5 ou 6 000 entrées tout le reste de l'année. Depuis l'ouverture de Primark il y a 2 ans, il n'a jamais fait moins de 20 000 entrées. Et autour de ça, on a brodé toute une offre commerciale justement avec d'autres marques qui sont très complémentaires autour de la beauté, etc., etc. Donc ça, tu vois, c'est des exemples concrets. Et là, tu influes directement sur l'attractivité du centre-ville. C'est-à-dire que tu as des centaines de commerçants environnants qui te remercient. Un autre exemple, pour te montrer un peu notre agilité, on a racheté un centre commercial à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est dans la banlieue parisienne. C'est la 2e zone de bureau après la Défense. Énormément de sièges sociaux d'entreprise. Et on a racheté un centre commercial qui était positionné en face d'un autre centre commercial. Tu as la rue qui passe et tu as 2 centres commerciaux en face. Forcément, l'actif était en train de se casser la gueule. Et nous, on a fait des chèques là encore aux marques pour ne plus avoir une seule enseigne de commerce. Mais on en a fait un parc de loisirs, un parc d'attractions. Et donc, si tu veux, dans ce centre commercial, on a le 6e cinéma d'Île-de-France. On a un kart indoor électrique qui passe au milieu du centre commercial, du bowling, des murs d'escalade, etc. Et donc, si tu veux, quand on dit qu'on est des spécialistes du commerce, on est des spécialistes en fait des lieux de vie, et c'est ce qu'on adore faire. Et après avoir passé 24 heures, 48 heures avec toi, ça t'a marqué ça, hein? Ça m'a marqué physiquement mais c'était très très cool. Hein. Ouais. Franchement, c'était très très cool. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression que tu pouvais approcher un peu tout le monde et que tout le monde aimait te côtoyer. Ça, j'en sais rien. Et est-ce qu'aujourd'hui tu te sens dans la position de oui, je peux parler à tout le monde et je peux approcher n'importe qui? Non, forcément pas. Forcément pas. C'est impossible de pouvoir parler à tout le monde. Mais c'est vrai que quand tu gères des centres commerciaux, bon, t'intéresses ton microcosme, etc. Quand tu rachètes ces magasins Galeries Lafayette, forcément, tu changes un peu de dimension. La presse nationale s'intéresse à toi. Et c'est vrai que quand tu rachètes le BHV, alors même que personne t'attend, tu vois, ce deal, on n'aurait pas dû le faire. Bon, là, tu crées un peu l'intrigue et il est vrai que tu es approché par beaucoup de gens et beaucoup de gens t'approchent
Et puis en plus, je le fais parce que j'aime sincèrement rencontrer les gens, premièrement. Et deuxièmement, parce que j'essaie de trouver des partenariats et des moyens de faire du business avec mes différents actifs. Bah écoute, moi c'est vrai que j'ai passé un agréable moment avec toi. Et, Moi aussi, c'était très sympa. Et c'était très sympa. Et je me posais la question, je me disais, mais ça peut être très très cool. En fait, si avec ton réseau, on arrivait à inviter d'autres personnes sur ce podcast. Et, Si je peux t'aider, avec plaisir. Et pourquoi pas te lancer le défi justement d'inviter. Donc tu voudrais que j'invite qui concrètement? Enfin, donne-moi un nom. Ben, on pourrait demander justement à nos auditeurs qui veulent voir venir. Donc c'est un défi qu'on me lance. Je te lance le défi. Ok. Donc est-ce que tu acceptes de le relever? Je m'attends un peu au pire, vu les noms qu'on a cités pendant le podcast. Et j'ai vraiment le sentiment que ce sera un vrai défi. Mais pourquoi pas essayer? Je suis un homme de challenge. Et ben le défi est lancé, donc rendez-vous au prochain épisode et on vous laisse nous dire qui vous voulez voir dans notre podcast. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jafar. Moi, je pense que vraiment, je réitère, le premier buzz de ce podcast, c'est un visage sur ton compte Insta. Hein. Pour moi, ce sera beaucoup plus passionnant que de m'entendre parler de mon business, à mon sens. C'est toujours important d'avoir des retours d'expérience, en fait, notamment d'entrepreneurs qui ont réussi. J'aime bien dire qu'il faut écouter les personnes qui sont là où vous voulez être. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un enjeu des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que je suis très honoré de t'avoir eu aujourd'hui. Et merci beaucoup. Et donc, rendez-vous au prochain épisode. Merci à toi. À bientôt.